Parfait. Donc, on va passer à l'exemple, s'il n'y a plus d'autres questions. Tout d'abord, je vous ai envoyé les liens tout à l'heure, mais je voulais juste vous montrer, comme Eric a dit plus tôt, l'exemple que je vais vous montrer est tiré d'un chapitre de livre qui a été écrit par M. Lacourse et deux collègues récemment. Donc, si vous voulez accéder au livre, j'ai mis le lien dans le chat. Il est disponible ici et c'est le chapitre, je pense, 23 à l'intérieur. Et si vous voulez juste avoir plus de détails sur le code que je vais présenter, qui est le code vraiment de l'exemple qui est détaillé dans le chapitre, vous pouvez aller sur le répertoire GitHub du chapitre. Vous allez avoir le code en français ou en anglais pour les explications. Le code est le même, mais les petites explications sont en français ou en anglais. Vous l'avez aussi dans différents formats. Donc, moi, je vais simplement vous montrer le code et les résultats en PDF pour éviter des lenteurs de mon ordinateur ou quoi que ce soit si je le faisais comme en live. Donc, je vais juste utiliser une version PDF. Mais si vous voulez vraiment rouler le code pour voir qu'est-ce que ça fait ou jouer avec le code pour comme vous habituer, vous pouvez aller télécharger. On a une version en R Markdown et on a aussi une version en Google Colab. Donc, Colab, c'est un peu comme un Google Doc, mais c'est pour faire du code. Donc, cette version-là vous permet d'aller vraiment rouler le code vous-même pour voir comment ça fonctionne sans avoir à télécharger quoi que ce soit. Vous faites juste l'ouvrir, ça s'ouvre dans votre Google, vous pouvez rouler les codes et voir un petit peu ce que ça donne. Donc, voilà. Et donc, vous pouvez vous en expliquer aussi si c'est quelque chose que vous voudriez appliquer dans vos propres travaux. Donc, on passe à l'exemple. Je vais vous expliquer vite le concept théorique, mais étant donné que ce n'est pas ça le centre de la présentation, je vais passer quand même rapidement. En gros, les données concernent le taux de décrochage scolaire dans certaines écoles montréalaises. Ça a été initialement recueilli auprès d'à peu près 7000 adolescents. Donc, on a différentes variables. Au total, avec les transformations et tout, dans l'exemple que je vais vous montrer, on va avoir 25 variables indépendantes pour une variable dépendante qui est le décrochage scolaire de manière binaire 0-1, étant donné qu'on fait de la régression logistique. C'est important de noter que beaucoup des variables qu'on utilise étaient originalement des variables ordinales qui ont été recodées en variables binaires, donc en variables factices. C'est des variables factices et ça joue un peu sur, en fait, l'efficacité de la régularisation dans cet exemple-là, parce que comme on vous a dit plus tôt, la régularisation, c'est surtout utile dans certaines circonstances quand même précises, quand on a ça permet de venir régler en fait certains problèmes, comme la multicollinéarité ou le fait d'avoir plus de variables que d'observation, donc d'être en haute dimensionnalité, et c'est aussi plus efficace quand on a des variables d'intervalle ratio. Donc, ici, étant donné qu'on a principalement des variables ordinales ou nominales, en fait, étant donné qu'elles sont recodées, c'est principalement des variables nominales. On n'en a pas une tonne non plus, c'est 25 variables pour 1000 participants, donc on n'est pas en haute dimensionnalité. Tout ça vient jouer un peu sur la régularisation. Vous allez voir que dans l'exemple, c'est pas nécessairement hyper efficace, mais ça le serait vraiment dans un contexte où on aurait eu plus de dimensions ou s'il y avait plus de variables d'intervalle ratio, on aurait probablement pu voir un impact beaucoup plus important. Un exemple très simple de comment, parce que vous vous dites peut-être, oui, mais en sciences sociales, c'est rare qu'on ait une tonne de variables, donc ça sert à quoi? Un exemple très, très simple, c'est dès qu'on ajoute des interactions, en fait, chaque interaction devient comme une variable, une dimension supplémentaire. Donc, très, très vite, on peut monter dans la dimensionnalité et se ramasser avec plus de variables que de participants. Par exemple, juste ici, nos 25 variables, si on avait décidé d'inclure dans le modèle les 25 variables et toutes les interactions entre ces 25 variables-là, on aurait déjà beaucoup plus de dimensions et probablement que la régularisation aurait été très utile. Mais pour vraiment avoir un exemple simple, facile à suivre, ici, on a juste gardé les 25 variables originales. Il faut aussi noter que l'étude originale, évidemment, était comme de nature confirmatoire, hypothético-déductive, donc plutôt classique en sciences sociales. On essayait de déterminer comme la causalité, qu'est-ce qui influence le décrochage scolaire, alors que la régularisation et la prédiction, c'est pas nécessairement exactement le même objectif, donc ça peut jouer un peu aussi sur l'efficacité. Donc, ici, vous avez la liste des variables. Si ça vous intéresse, je ne vais pas passer par-dessus. Donc, l'objectif ici, c'est de sélectionner le modèle ou l'algorithme, si vous préférez, de régression logistique qui permet de prédire avec la plus grande justesse les personnes, donc les observations qui vont décrocher. Donc, prédire le décrochage scolaire chez les étudiants, tout simplement.
Ici, on n'utilise pas les données originales. En fait, on utilise des données qui sont simulées à partir de l'échantillon original. C'est pour ça qu'on a un échantillon de 1000 personnes. C'est pour ça que les données sont disponibles en ligne. Vous pouvez les utiliser parce que ça conserve l'anonymat. Mais les données sont représentatives, en fait, des relations qu'on trouvait dans l'échantillon original. Donc, je vais vraiment passer à travers les procédures. Je n'expliquerai pas nécessairement chaque ligne de code ou détail du code parce que sinon, ça serait quand même très long. Mais si jamais vous avez des questions, je n'hésite pas pour m'interrompre puis je vais vous l'expliquer. Je pense que c'est mieux si vous posez des questions au fur et à mesure, sinon ça va être difficile de retrouver où on en était. Donc, la première étape, c'est de télécharger les packages nécessaires à l'analyse. Donc, sur R, on a vraiment beaucoup de packages. Vous pouvez voir aussi l'explication ici à peu près de pourquoi on utilise chacun de ces packages-là. Ensuite, on télécharge le fichier de données. Comme je disais, le fichier de données est disponible sur GitHub, donc vous pouvez l'utiliser et le télécharger si vous voulez travailler un peu avec pour, disons, pratiquer la régression avec régularisation. Vous pouvez aussi le télécharger et ensuite l'utiliser localement, puisqu'il est sur GitHub. Ensuite, on va commencer le développement des modèles. Pour éviter le sur- ou sous-apprentissage, on va commencer par faire ce que M. Akos a mentionné tantôt, c'est-à-dire diviser l'échantillon en deux parties, des données d'entraînement et des données de test ou des données de validation, si on peut appeler. Donc, on a gardé 70 de l'échantillon comme données d'entraînement et 30 comme données de test. Donc, ici, vous voyez la procédure pour séparer l'échantillon entre ces deux sous-échantillons-là. On met un germe aléatoire pour être certain que c'est reproductible. Donc, on garde 70 des observations. Donc, ça va faire 700 environ sur les... 700 exactement, en fait, sur les 1000 comme entraînement. Et c'est avec cet échantillon d'entraînement-là qu'on va créer tous les modèles et l'échantillon test, on ne le réutilisera pas avant totalement la fin du script, en fait. Vous voyez ici, aussi ici qu'il y a une standardisation des variables. En fait, les variables d'intervalle ratio doivent être standardisées à 0 pour que ça fonctionne. Je ne vais pas m'étendre là-dessus non plus parce que ce n'est pas vraiment le sujet. Donc, si on fait juste lire les données pour vérifier que ça a bien fonctionné. Ensuite, dans notre échantillon d'entraînement, on va vouloir utiliser de la validation croisée. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on crée une partition qui va être utilisée pour la validation croisée. Ça, en fait, ça assure que la division des données va être la même dans chacun des modèles qu'on va faire tout à l'heure. Donc, l'échantillon de 700 individus est divisé en 10 sous-groupes de 70 individus. Et c'est ça qui va être utilisé pour la validation croisée à 10 plis tout au long du développement des modèles. Donc, ça ici, c'est la fonction justement qui crée la validation croisée à 10 plis qu'on va réutiliser dans la création de modèles. Donc, le premier modèle qu'on va tester, c'est la régression logistique classique, donc sans régularisation, pour nous donner un point de comparaison. Donc, la première chose qu'on fait ici, c'est juste de mettre toutes les variables prédictives ensemble dans un objet qu'on va appeler variable du modèle, qu'on va utiliser par la suite. On crée donc le modèle de régularisation et on visualise les résultats. Comme mentionnait M. Wagnon tantôt, c'est vrai que la visualisation des résultats de GLMNet est un peu différente de ce qu'on obtient d'habitude. Donc, vous voyez ici qu'on a le nombre de degrés de liberté, la déviance et le lambda, donc qui est à 0 parce qu'on n'a pas de régularisation en fait ici. Et ensuite, on obtient les coefficients, mais pas de valeur de P. Comme je disais, c'est normal, le package a été créé comme ça en fait. Donc, on a quand même la valeur de tous les coefficients, comme vous l'auriez avec n'importe quelle régression. Donc, on peut voir à peu près la valeur que le coefficient de chaque variable indépendante prend dans ce premier exemple-là, sans régularisation. Ensuite, on va faire la prédiction à partir du modèle de régression logistique qu'on vient de créer. Donc, on utilise tous les coefficients qu'on voit là pour essayer de prédire le décrochage stellaire. Ici, toujours à l'intérieur de l'échantillon d'entraînement. Je rappelle, on va utiliser l'échantillon test seulement à la fin. Et une fois qu'on a fait la prédiction, on peut sortir en fait une table de classification qui montre la performance prédictive du modèle. Donc, si on l'a en fréquence absolue, ensuite en pourcentage, et ce qui nous intéresse, ça va principalement être le résultat final. Donc, 70% des cas sont bien classifiés grâce au modèle de régression logistique classique de base, sans régularisation. C'est quand même un assez bon résultat. Certaines personnes sont peut-être plus habituées au machine learning dans d'autres domaines, comme en informatique, entre autres. Généralement, on vise des classifications, une performance quand même plus haute. Là. Généralement, on cherche à atteindre le 99%, là, vraiment le
la meilleure prédiction possible. En sciences sociales, c'est sûr qu'on veut la meilleure performance prédictive possible, mais c'est beaucoup plus difficile d'atteindre des chiffres comme le 90-95 en sciences sociales parce que c'est juste beaucoup plus complexe que, par exemple, de prédire une image à partir des pixels. La nature humaine est plus compliquée que des simples faits informatiques, donc nécessairement la prédiction va être un peu moins bonne. 70%, c'est quand même un très, très bon score pour le contexte. Imaginez seulement si dans la prévision, on est capable de prédire 70% des adolescents qui vont décrocher et donc de mettre en place des mesures pour les empêcher de décrocher. C'est quand même déjà exceptionnel. Donc, juste pour relativiser un peu, 70, on est quand même pas pire. Donc, à partir de ça, gardez aussi le chiffre de 70 en tête parce que ça va être notre point de comparaison pour les prochaines régressions avec la régularisation. Donc, on va faire 3 modèles de régularisation, trois modèles de régression avec régularisation, un avec la régularisation Ridge, qui est une pénalité quadratique, un avec la régularisation lasso, qui est une pénalité de valeur absolue, et un avec la régularisation élastique net. On les a déjà expliqués tantôt, donc je vais passer plus à l'exemple appliqué. Donc, la première, c'est la régression logistique avec régularisation Ridge. Vous allez voir, la procédure est vraiment très similaire d'une à l'autre. Donc, la première étape, c'est avec la validation croisée. Donc, dans le package GLMNet, c'est la fonction cv.glmnet. Avec la validation croisée, on cherche le lambda optimal. Donc, la valeur de lambda pour la pénalité qui va permettre d'obtenir la plus faible déviance. La déviance étant la mesure d'ajustement du modèle qui est utilisée ici, qui exprime la différence entre les prédictions du modèle et les valeurs observées. Donc, c'est un peu l'équivalent du MSE, mais pour la régression logistique, plutôt que linéaire. Mean squared error, en passant. Donc, c'est un peu l'équivalent, mais pour la régression logistique. Donc, ce graphique-là ici, quand même très important. D'un côté, vous avez la déviance, comme je disais, qui est la mesure d'ajustement. Donc, on cherche la déviance la plus faible possible. En bas, vous avez le log de lambda, donc qui nous indique en fait le lambda optimal, mais avec sa valeur en log naturel. Et en haut, vous avez le nombre de variables ou le nombre de degrés de liberté du modèle. Comme on est en régularisation Ridge, et on vous expliquait tout à l'heure, aucun paramètre peut être fixé à 0. Donc, nécessairement, on a toujours le même nombre de variables parce qu'aucune variable va être retirée du modèle. Elles vont toujours garder une valeur, même si elle est minime. Donc, c'est pour ça qu'en haut, vous avez tous le même chiffre. Et ici, ce que vous voyez, la ligne de points rouges. Donc, les points rouges indiquent la déviance du modèle selon le lambda utilisé. Et les deux petites lignes pointillées, et les lignes grises que vous avez autour des points rouges, c'est l'intervalle de confiance à 95% parce qu'on a fait de la validation croisée à 10 plis, donc ça nous permet d'obtenir un intervalle de confiance et non seulement la déviance. On est capable de calculer l'intervalle de confiance aussi. Et les petites lignes pointillées, finalement, que vous avez, nous indiquent d'abord le lambda minimum, donc le lambda qui permet d'obtenir la déviance minimale, et le lambda à un écart type. Donc, le lambda à un écart type, on va l'utiliser des fois parce que ça favorise un modèle plus parcimonieux. C'est sûr qu'en régularisation Ridge, ça ne change pas grand-chose parce que, comme on vous l'a dit, on ne va jamais en fait éliminer de paramètres parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais en régularisation lasso ou ElasticNet ou d'autres types de régularisation plus fancy, ça peut être utile des fois de choisir le lambda à un écart type du lambda minimum pour obtenir un modèle plus parcimonieux, même si la déviance est un petit peu plus haute. Donc, ça entre dans le concept de trade-off de biais variance qu'on a expliqué tout à l'heure. Ici, pour, encore une fois, simplifier, on a utilisé le lambda qui donne la déviance minimale et c'est pareil dans tous les modèles. C'est toujours celui-là qu'on a utilisé, donc la première petite ligne ici. Donc, ensuite, la prochaine chose qu'on fait, c'est on crée le modèle de régression logistique. Donc, on calcule le modèle de régression logistique. Et ici, ce qu'on peut visualiser aussi, c'est l'évolution des coefficients selon la valeur de lambda qui est choisie. Donc, ici, le graphique, c'est un peu le même principe que tout à l'heure. En bas, on a le lambda. En haut, on a le nombre de variables inclus dans le modèle. Et sur le côté, ce qu'on a, c'est la valeur des coefficients. Donc, chaque ligne représente une variable ou un coefficient. Et ce qu'on voit, c'est qu'au début, bien évidemment, chaque coefficient a sa valeur
la valeur originale qu'il y avait dans le modèle sans régularisation. Et plus le lambda est grand, plus ces valeurs-là se rapprochent de 0. Comme on est en régularisation ridge, ça n'atteint pas 0, ça fait juste s'en rapprocher asymptotiquement. Mais on voit que rendu à, disons, un log lambda de 2, on a plus vraiment, on a éliminé pas mal toutes les variables. C'est un peu ça le principe. Donc, encore une fois, la ligne rouge qu'on voit ici nous nous permet de voir un peu combien la valeur des coefficients au lambda minimum, celui qu'on a choisi avec la régularisation, avec la validation croisée juste en haut. Donc, on voit que c'est ça, les coefficients ont un peu bougé. Il y en a qui ont été, ceux qui avaient les plus grandes valeurs ont diminué un peu principalement. Donc, ça, c'est la visualisation de l'évolution des coefficients. Ensuite, avec ce modèle-là qu'on a choisi avec le lambda optimal, on fait la prédiction de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure. On obtient nos tables de classification et on obtient une classification totale de 70%. Donc, 70% des cas ont été bien prédits en termes de décrochage stellaire. Ici, comme je disais au début, étant donné que l'exemple qu'on utilise n'est pas nécessairement un exemple qui répond aux conditions pour lesquelles la régularisation aurait été particulièrement recommandée, ça ne fait pas une grande différence. Donc, la capacité prédictive du modèle est très, très similaire avec et sans régularisation. Ça ne veut pas dire, par contre, que la régularisation ne sert à rien. Ça veut juste dire que dans ce cas-ci, on n'a pas nécessairement un cas assez complexe pour justifier l'utilité de la régularisation. Mais dans un cas plus complexe, ça pourrait définitivement être utile. On va ensuite passer à la régularisation lasso. Je suis désolée, ça c'est mal indiqué, ça devrait dire lasso. Donc, même principe que tantôt, on choisit le lambda par validation croisée à 10 plis. On obtient le même graphique que je vous ai montré tout à l'heure. On voit que maintenant qu'on est en régularisation lasso, graduellement, plus en plus de coefficients sont fixés à 0 et donc le nombre de degrés de liberté ou de variables dans le modèle diminue jusqu'à atteindre 0. Et c'est là en fait que la production du graphique arrête parce qu'on n'a plus aucun coefficient. Et en bas, on a les logs de lambda. On voit aussi que le lambda optimal est quand même plus petit que la dernière fois. Donc, avec la régularisation ridge, le lambda optimal était proche de moins 4. Maintenant, il est plus proche de moins 6. Et encore une fois, donc ça, c'est la déviance. Donc, c'est un log lambda de presque moins 6 qui nous permet d'obtenir la déviance minimum. Et sinon, on avait celui à 1 égard type, comme la dernière fois. Ensuite, comme avec la régularisation ridge, on produit le graphique qui nous permet, on fait la régression logistique et on produit le graphique qui nous permet de visualiser l'évolution des coefficients. Donc, on voit quand même que l'apparence est très différente parce qu'au lieu de se rapprocher asymptotiquement de 0, les coefficients vont principalement garder une valeur très similaire à leur valeur de départ jusqu'à ce qu'ils soient éliminés. Puis là, ils vont comme tomber à 0 tout d'un coup. Et c'est comme ça que, dans le fond, les paramètres, chaque variable va graduellement être éliminée jusqu'à ce qu'on obtienne 0, ce qui est normalement pas l'idéal de faire de la prédiction. Donc, ici, on voit qu'avec notre lambda optimal, on a un modèle qui inclut 21 des variables. Donc, il y a 4 variables qui ont été fixées à 0. Les 21 autres ont été conservées. Si on avait choisi le lambda à 1 écart type, on aurait obtenu probablement quelque chose autour de 12 variables. Donc, vous voyez que le modèle aurait été quand même vraiment plus parcimonieux. Il y aurait beaucoup plus de variables qui auraient été éliminées. Dans ce cas-ci, ce n'était pas pertinent parce que la majorité des variables apportent quelque chose à la prédiction. Donc, ce n'est pas pertinent de les retirer. Dans un modèle où on a beaucoup de variables qui ne contribuent pas à la prédiction, ça peut être utile d'en éliminer le plus possible pour obtenir le modèle qui est le plus facilement interprétable. Donc, c'est pas mal ça pour la régularisation lasso. Ensuite, on fait la prédiction de la même manière que les 2 fois d'avant. Et ici, on obtient 69,9% de bonne classification. Encore une fois, on est dans les mêmes eaux. C'est tout très, très, très similaire, ce qui veut dire que le modèle original faisait quand même une bonne job de prédiction. Finalement, on passe à la régression, à la régularisation ElasticNet. Donc, l'ElasticNet, c'est un mélange entre la régularisation lasso et ridge, dans le sens qu'on utilise les 2 pénalités. Pour décider quel poids on donne à chacune de ces pénalités-là, chaque pénalité a son lambda qui détermine
la grosseur de la pénalité, de la même manière que les fois d'avant. Mais on estime aussi un alpha qui détermine combien de points on donne à la régularisation ridge ou à la régularisation lasso. Si on remonte un peu dans le code, juste pour vous montrer, GLMNet, c'est fait pour faire de la régularisation ElasticNet. Donc, on voit que dans le code, ici, on doit écrire notre alpha. Ici, on était dans la régularisation lasso, on a déterminé un alpha de 1. Un alpha de 1, ça correspond à une régularisation lasso. Donc, on ne donne aucun poids à la régularisation ridge. Tout le poids est attribué à la pénalité lasso. Et à l'inverse, un alpha de 0, ça correspond à la régularisation ridge, où tout le poids est attribué à la pénalité quadratique et aucun est attribué à la pénalité de valeur absolue, ce qui élimine dans le fond la régularisation lasso. Donc là, ici, en régularisation ElasticNet, ce qu'on veut, c'est commencer par déterminer c'est quoi notre alpha optimal. Donc, quel point on devrait donner à chacune des pénalités. Donc, ce code-là ici va produire des graphiques très similaires à ce qu'on a vu depuis tantôt. Donc, le graphique qui nous donne l'estimation de la déviance selon le log de lambda pour chaque alpha. Donc, ici, avec un alpha de 0.01, on est très, très proche de la régularisation ridge. Donc, on voit que l'alpha, le log lambda optimal est très près de ce qu'on avait quand on a fait la régularisation ridge, presque moins 4. Et plus on avance dans les alphas, en fait, plus le log de lambda optimal va diminuer au fur et à mesure qu'on donne plus de poids à la pénalité lasso. Et rendu à 0.9, on a quelque chose de très similaire à ce qu'on avait quand on a fait la régularisation lasso, donc un log lambda optimal de presque moins 6. Ici, on a sorti, parce que là, graphiquement, c'est quand même un peu difficile à voir, mais on a sorti, dans le fond, la première colonne, c'est la déviance du modèle pour chaque valeur d'alpha. Et juste à côté, ce qu'on a, c'est le... Je suis désolée, j'ai un petit blanc. Oui, je suis vraiment désolée, j'ai un blanc. C'est quoi la deuxième colonne? Et Eric, peux-tu m'aider? C'était quoi déjà la deuxième colonne? C'est Ah, c'est l'écart type, excusez, oui, c'est ça, c'est l'écart type autour de cette déviance-là. Je suis vraiment désolée. Ça va. Donc, la déviance avec l'écart type autour de cette déviance minimale-là. Et donc, parmi les différents modèles d'alpha qu'on a testés, celui qui obtient la plus faible déviance, c'est celui-là ici, donc 0.243345. On s'entend ici qu'ils sont tous très, très similaires, mais officiellement, celui qui a la déviance la plus basse, c'est le modèle avec un alpha à 0.1, donc c'est celui-là qu'on va conserver. Comme on voit ici, c'est ça qu'on a indiqué. Donc, ensuite, on fait la régression logistique avec la régularisation ElasticNet en fixant notre alpha à 0.01. J'en profite juste pour noter un petit quelque chose aussi. Ici, on a testé les différentes valeurs d'alpha par incrémentation de 0.1, donc 0.1, 0.2, 0.3 jusqu'à 0.9. Mais techniquement, on peut tester nos valeurs d'alpha plus précises que ça. Par exemple, vous pourriez décider de tester toutes les valeurs d'alpha par incrémentation de 0.01 pour être vraiment, vraiment précis. Ça dépend vraiment des besoins de la recherche et de votre modèle. Tout ça se spécifie dans le code. Donc, si on a notre alpha de 0.01, on fait de 0.1, excusez. On fait notre régression logistique avec la régularisation ElasticNet et on fait notre prédiction, comme tout à l'heure, pour obtenir notre classification. Et ici, on obtient 67,7% de bonne classification. Donc, c'est légèrement plus bas, sauf que ce n'est pas nécessairement une différence significative, en fait, avec les autres désolé, les autres pourcentages là, de bonne classification. Donc, la capacité prédictive du modèle, au bout du compte, est très, très similaire, peu importe le type de régularisation qu'on a utilisé. Ensuite, on va valider tout ça avec l'échantillon de test. Donc, comme je vous ai dit au début, depuis tantôt, on utilise tout l'échantillon d'entraînement. Même pour tester la capacité prédictive, on utilise l'échantillon d'entraînement, ce qui fait qu'il y a un risque de surapprentissage ou de sur-overfit parce qu'on teste la capacité prédictive du modèle sur des données qui ont été utilisées pour créer le modèle. Donc là, maintenant qu'on a fait toutes ces étapes-là, on va essayer de prédire le décrochage scolaire, mais sur des données que le modèle, qui n'ont jamais été vues, qui n'ont pas servi à créer le modèle, en fait. Donc, ça, c'est notre échantillon test qu'on avait conservé au début. Donc là, je vais passer assez rapidement sur le code, mais en gros, on refait la prédiction de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure. On fait nos tables de classification. Et au bout du compte,
on obtient, excusez, je ne les ai pas compilés, donc il faut que je les passe une à la fois. Donc, avec la régression classique, donc sans régularisation, on a 66% de 0,7% de bonne classification. Avec régularisation Ridge, même chose, 66,7%. Avec le lasso, 67%. Et avec l'Elastinex, 67% aussi. Donc, comme on voit, la capacité prédictive des 4 modèles est très similaire, peu importe la régularisation utilisée, sur l'échantillon de test. On voit aussi que c'est utile quand même d'utiliser un échantillon de test pour vérifier la capacité prédictive parce que ça a quand même légèrement diminué par rapport à tout à l'heure. Encore une fois, ici, on ne sait pas nécessairement si la différence est significative ou pas, mais on voit quand même que ça a un petit peu diminué. Donc, la prédiction était meilleure sur des données que le modèle avait déjà vues pour s'entraîner, ce qui est logique. Ensuite, justement, on peut calculer l'écart type de la performance prédictive du modèle sur 1000 itérations avec le bootstrap. Donc, ici, ça, c'est toute la syntaxe pour le bootstrap. Et on obtient un écart type de 2,86 qu'on pourrait, ici, ça n'a pas été fait, mais on aurait pu, dans le fond, utiliser cet écart type-là pour calculer un intervalle à 95% autour de chacun de ces chiffres-là de pourcentage de bonne classification. Avec un écart type de 2,86, dans le fond, si on a, mettons, 67 plus et plus ou moins 2,86, évidemment, on voit que les pourcentages sont tous, dans le fond, les 4 modèles nous donnent vraiment la même capacité prédictive. Les intervalles de confiance se chevauchent presque complètement. Donc, autant avec l'échantillon d'entraînement qu'avec l'échantillon test, les 4 modèles performent aussi bien. Dans un cas où les 4 modèles performent aussi bien, normalement, on va avoir tendance à favoriser le modèle le plus simple. Donc, si ça serait la régression logistique sans régularisation. Parce que pourquoi utiliser quelque chose de plus complexe quand on obtient les mêmes résultats avec quelque chose de simple? C'est vraiment comme un principe de base qu'on essaie de suivre généralement. Donc, ça serait probablement le modèle de régression logistique classique normal qui aurait été conservé. Mais si on avait eu donc plus de complexité ou, comme je disais au début, plus d'interaction, ça se peut qu'un des autres modèles aurait mieux performé. Ça aurait été préférable de choisir celui-là, un de ceux qui avait peut-être moins de variables pour que ça soit plus facile à interpréter. Donc, est-ce que je peux commenter juste 2 secondes? Non, juste pour dire, c'est pas évident. On utilise plein de techniques sophistiquées pour choisir un modèle. Là, on se rend compte qu'on a des prédictions relativement semblables d'un à l'autre. Mais on pourrait vouloir, parce que là, on dit qu'on choisit la régression logistique traditionnelle, mais si on voulait avoir un modèle plus parcimonieux, il faut faire attention que là, en ce moment, il y a quand même assez de convergence entre les erreurs test sur l'échantillon test puis les erreurs de classification sur les échantillons d'entraînement, mais ça pourrait être différent. Puis on pourrait vouloir dire, OK, on va prendre... donc là, on voit que le lasso est plus parcimonieux, donc on pourrait choisir le lasso aussi comme étant un bon modèle. Ou même, on pourrait avoir un lambda dans notre échantillon d'entraînement qui est à un écart, peut-être pas jusqu'à un écart type, mais qui se situe entre les deux. Puis de voir si sur notre échantillon test, si notre pourcentage de classification correct se retrouve à l'intérieur de l'intervalle de confiance des autres. Puis si c'est le cas, bien, on va peut-être vouloir prendre le modèle plus parcimonieux. Donc, ça, encore une fois, il y a comme des décisions, on le sait, hein, qu'on fait des modèles, il y a quand même, l'humain demeure toujours un peu dans la loupe, là, comme on dit. Donc, c'est ça, il n'y a pas... ça dépend de ce qu'on veut faire, mais si on veut trouver le modèle le plus parcimonieux, on pourrait prendre dans ce cas-ci le lasso, même avec une pénalité un peu plus sévère. Ouais. Donc, justement, pour voir la différence des coefficients et les variables qui sont conservées ou pas, ici, on a un tableau qui compare les coefficients de chaque variable selon la technique utilisée. Je suis désolée, ici, il est écrit OLS pour Ordinary Least Square, mais on est en régression logistique, donc techniquement, ce n'est pas du least square, mais cette colonne-là, c'est la régression logistique sans régularisation. Donc, on voit que les variables qui ont été fixées à 0 avec la régularisation lasso, c'est le statut d'immigration des parents et le statut de minorité. Puis d'autres variables ici un petit peu plus bas. Là, donc, ça, c'est
les stresseurs. Comme je disais, je ne vais pas rentrer dans les détails théoriques de l'article. Donc, ça donne aussi ça un peu un indice sur quelles variables au niveau théorique sont utiles ou pas pour prédire possiblement le décrochage scolaire. Par contre, il faut faire très attention parce que ces modèles-là, c'est centré sur la prédiction et pas sur l'inférence. Donc, il faut faire attention quand on utilise ces modèles-là pour aller faire de l'inférence causale par la suite parce que ce n'est pas nécessairement la raison pour laquelle ils ont été créés. Donc, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de valeur de p-value, donc il faut toujours être prudent. Mais ça donne quand même une petite indication, disons, de quelque chose qui pourrait être intéressant à explorer. Et comme disait M. Lacourse, ça pourrait être intéressant de conserver peut-être le lasso si ce qu'on souhaite, c'est garder le moins de valeur, le moins de variables possible pour avoir un modèle plus parcimonieux. Donc, à la fin, ici, j'avais simplement mis le résumé de la performance des différents modèles. Donc, pour chaque modèle, vous avez la performance sur les données d'entraînement et la performance sur les données tests. Donc, on voit, ça résume dans le fond ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Et donc, on en a déjà un peu discuté. Donc, ça complète l'exemple. Je vais garder le PDF sur l'écran pour l'instant. Est-ce qu'il y aurait des questions? Merci beaucoup, Clémentine, pour cette démonstration. On va retourner la parole au public. Marianne, des questions? Je m'adresse à toi parce que tu avais une question avant, donc c'était juste ça. OK. Oui, vas-y, Robert. Merci beaucoup pour la présentation, c'est intéressant, c'est très intéressant. Mais j'aimerais savoir, quand vous parlez de performance des modèles, que ce soit modèle avec les données d'entraînement et le second modèle et le second type de données, quelle statistique vous avez utilisé? Est-ce que c'est ce qu'on appelle en anglais accuracy ou bien précision ou bien recall? Parce que je ne sais pas sur quelle statistique des trois statistiques vous avez utilisé pour voir si ces modèles est plus performant, si c'est overfitting, etc. Je voulais savoir. Quand on parle de performance, en fait, c'est vraiment, étant donné qu'on est en régression logistique, la performance est quand même facile à calculer parce que le modèle, en régression logistique, on rentre un modèle, puis le modèle va sortir pour chaque observation la probabilité que cette observation-là soit, que ce soit quelqu'un qui a décroché ou pas, donc 0, 1. Puis là, étant donné qu'on veut de la classification, il va y avoir un cutoff qui est généralement à 0,5. Donc, tous ceux qui ont une probabilité de moins de 0,5 vont être classifiés comme des gens qui n'ont pas décroché, donc 0. Tous ceux qui ont plus que moins 5 vont être classifiés comme des gens qui ont décroché, donc 1. Donc, ça, c'est la prédiction du modèle. Ensuite, on fait tout simplement comparer la prédiction avec les données réelles et ça nous donne le pourcentage de gens qui ont été bien classifiés par le modèle. Mais ouais, c'est ça. Donc ce qui est optimisé ici, c'est vraiment la déviance comme statistique, mais on pourrait vouloir optimiser, comme tu dis, bon, dans une table de matrice de confusion, une table de classification, on pourrait vouloir maximiser l'accuracy ou le recall. On pourrait jouer, trouver le modèle qui performe mieux sur ces métriques-là. Mais en ce moment, on travaille plus, en gros, c'est la déviance qu'on essaie de minimiser. Mais c'est possible d'utiliser plusieurs autres métriques. On pourrait utiliser le BIC, on pourrait utiliser toutes sortes d'autres métriques pour essayer de voir l'ajustement du modèle. D'un point de vue un petit peu plus comme théorie aussi, justement avec la matrice de confusion, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec le terme, ces petites tables de classification-là, justement, c'est quelque chose qu'on peut appeler une matrice de confusion. Donc, on a les prédictions et les fréquences réelles. Ce qui est en horizontal, c'est la prédiction ou bien dans ce cas-ci, je vous avoue que j'ai comme un petit blanc, je pense. Parce que là, on ne sait pas si c'est la prédiction qui est verticale ou en horizontal. C'est vrai que je regarde, c'est pas moi qui avais créé ce code-là. J'avoue que ça, c'est comme un détail que je me souviens simplement pas. Ce serait bien ça serait bien qu'on le note, ouais. Je pense que la prédiction est à la verticale et le statut réel est à l'horizontale. Bon, dans certains logiciels, c'est ce qui se passe, mais je ne sais pas avec elle, je n'ai jamais fait ça, mais je voulais savoir précisément. Ouais, non, mais je suis désolée, c'est vraiment simplement parce qu'on a oublié de le prendre en note. Donc, ouais, je suis désolée. Mais je suis pas mal sûre que la verticale, c'est la prédiction et l'horizontale, c'est le statut réel. Si je me fie au code ici, là. Ça serait ça. Okay. Donc,
Mais dans tous les cas, en même temps, justement, vu que c'est une table de 2 par 2, ça ne fait pas une très, très grosse différence. Mais je dirais que c'est important à savoir quand vous le faites. C'est quelque chose qui aurait dû être noté, je suis vraiment désolée. Mais oui, moi, ce que j'allais dire, c'est justement dans cette matrice de confusion-là, quelque chose qui peut être observé aussi des fois, c'est quand on a quelque chose de sensible. Par exemple, ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout de prédire les gens qui vont décrocher. Donc, 1-1. Oui, c'est ça. Donc, ceux qui valent 1. Donc, pour cette raison-là aussi, si par exemple, il y avait une très grande différence d'un modèle à l'autre dans la capacité prédictive, puis qu'un modèle, par exemple, est très, très bon pour distinguer qui décroche, mais moins bon pour prédire qui ne décroche pas. Dans ce cas-ci, c'est binaire, fait que ça ne marche pas vraiment, là, parce que c'est sûr que c'est le revers d'une médaille, mais si on avait, par exemple, une variable à 3 valeurs, ben, on peut vouloir choisir le modèle qui permet de prédire le plus précisément la valeur qui nous intéresse, même s'il est moins bon pour distinguer 2 autres statuts, par exemple. Ça peut être quelque chose qui se fait aussi. Tout ça, c'est vraiment des considérations théoriques que le chercheur doit prendre en compte dans sa décision. Mais vous n'avez pas peut-être utilisé, il y a d'autres packages, par exemple, Caret, qui permet de faire ce genre de choses, ou ça donne d'autres statistiques. Peut-être, je pense, c'est la probabilité en termes de pourcentage. Oui, Caret est un très bon package, très, très utile. Je ne vais pas trop en parler, parce que justement, ici, je n'ai pas d'exemple, mais oui, c'est pour les gens que toutes ces méthodes-là intéressent. Caret est un package vraiment intéressant à aller explorer, définitivement. Super. Merci Robert. D'autres questions? Il y avait aussi le commentaire de Guillaume dans le chat qui parlait. Oui, M. Loignon, donc, oui, justement, c'est ça. M. Loignon disait aussi d'utiliser la fonction Confusion Matrix du package Caret, qui va vraiment donner toutes les mesures sur la qualité de la classification. Donc, puis qui indique plus clairement, justement, quelle verticale, horizontale, qu'est-ce qui est quoi. Là. Donc, le package Caret peut vraiment être un beau complément à GLMNet. C'est un package qui est vraiment utile pour plein de choses qu'on vous a présentées aujourd'hui. Alors, je ne vois plus d'autres questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? OK. Il est déjà 17h10. C'était une longue journée pour nous déjà ici. Merci beaucoup, Eric et Clémentine, pour votre présentation, super intéressant, et pour nous aiguiser à nous diriger un peu dans d'autres directions que ce que nous faisons déjà en sciences sociales. C'est aussi un peu ça le but de cette école d'été. Je profite pour faire un peu de publicité déjà pour les années à venir, d'accord, où nous essayons d'aller au-delà des modèles classiques en sciences sociales, de voir d'autres choses, notamment l'analyse de tests qu'on a vu ici et évidemment l'apprentissage automatique que vous nous montrez aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup et ça fait plaisir de vous avoir. J'espère vous avoir dans les années à venir encore. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Puis, encore une fois, ça, la régularisation, ça existe aussi dans les modèles multiniveaux. Même les modèles multiniveaux, c'est le fait d'ajouter des variables latentes, ça régularise en tout cas. Donc, c'est un concept qui est vraiment intéressant. Puis, je pense que c'est une évolution, c'est peut-être pas une révolution. En tout cas, ça dépend de quelle perspective on la prend, mais je pense qu'il y a des outils intéressants qui se présentent de plus en plus devant nous pour régler des problèmes qui sont toujours de plus en plus compliqués. Puis, en tout cas, merci d'être venu. Puis, vous avez posé d'excellentes questions.